Tu t'es déjà réveillé à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts, la tête qui tourne, cette pensée qui arrive direct, pourquoi je peux pas dormir? Alors tu fixes le plafond, tu regardes ton téléphone, tu te retournes 10 fois, et tu commences à t'angoisser d'être crevé le lendemain. Mais voilà ce qu'on t'a jamais dit. Ce que ton corps fait à 3 heures du matin, c'est exactement ce qu'il est censé faire depuis 300 000 ans. Se réveiller en pleine nuit, c'est pas un problème. C'est un comportement que l'humanité entière a eu pendant la quasi-totalité de son existence et qu'on a perdu en moins de 2 générations. Et ce que tes ancêtres faisaient dans ces heures de nuit, c'est quelque chose que la science a redécouvert par accident. Et ça remet complètement en question ce qu'on croit savoir sur nos propres cerveaux. En 1992, un chercheur américain a pris 7 volontaires et retiré toute lumière artificielle de leur vie pendant 1 mois. Ce qu'il a trouvé a ressuscité un secret que l'humanité entière avait perdu. Et ce qui se passe dans leur cerveau au milieu de la nuit, personne l'avait anticipé. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie va te montrer que les dégâts vont bien au-delà de l'insomnie. Imagine une nuit sans lune, pas de téléphone, pas de réverbère, pas de lumière qui filtre sous la porte, rien. Tu étends le bras devant toi, tu vois rien, même pas ta main. C'est ça la nuit que chaque être humain avant toi a connue, chaque soir, sans exception, pendant 300 000 ans. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment la vivre. Même en pleine campagne, il y a toujours quelque chose. La lune, des étoiles, des phares au loin. On vit dans un monde tellement éclairé qu'on sait plus ce que c'est d'être dans le noir total. Et dans cette obscurité-là, bouger la nuit, c'était mourir. Simple comme ça. Les léopards voient parfaitement dans le noir. Les hyènes aussi. Toi, non. Et eux savaient exactement où tu étais. Alors pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, quand le soleil se couchait, tu restais immobile, tu te cachais, tu attendais le matin, jusqu'au feu. En juin 2026, des chercheurs ont publié de nouvelles analyses de la grotte de Wonderwerk, en Afrique du Sud. Ils ont trouvé des preuves que des hominidés maîtrisaient le feu il y a entre 1 et 1,8 million d'années, 1 800 000 ans. Le feu, c'est pas juste de la chaleur. Le feu crée une zone de sécurité. Les prédateurs ont peur des flammes. Les anthropologues qui étudient encore aujourd'hui des groupes de chasseurs-cueilleurs ont montré que les gens qui s'éloignent du feu la nuit ont beaucoup plus de chances de se faire tuer. Pas au sens figuré, au sens littéral. Donc le feu, c'est la survie. Ok, ça on sait tous. Mais ce que le feu a vraiment changé, personne n'en parle. Le feu a allongé la journée humaine. Avant le feu, le soleil se couche, la journée est finie. 8 heures en hiver, 12 en été, et c'est tout. Après le feu, à 4 heures supplémentaires chaque nuit. Utilisable, sûr, éclairé. Sur des milliers de générations, ces heures ont tout changé. Et ce que les humains ont fait de ces heures-là, c'est probablement pas ce que tu imagines. En 2014, une anthropologue qui s'appelle Polly Wisner publie une étude dans l'une des revues scientifiques les plus sérieuses du monde. Elle avait commencé à enregistrer les conversations des Jus/Oansi Bushmen dès 1974, soit 40 ans de terrain. C'est un peuple du désert du Kalahari, considéré comme l'un des plus anciens sur Terre, dont le mode de vie ressemble encore à celui de nos ancêtres lointains. Elle analyse 174 conversations, de jour, de nuit. Et voilà ce qu'elle trouve. Le jour, 80% des conversations sont pratiques. Qui chasse où? Ce qu'il faut faire. Comment gérer un conflit. De la logistique. La nuit, autour du feu, 81% des conversations sont des histoires. Des récits de voyages dans des régions lointaines. Des aventures. Des légendes. Des blagues qui font rire tout le camp. Des histoires de héros. Des mythes sur la création du monde. Wisner dit que c'est là que la culture humaine est née. Autour de ces feux. Là que les humains ont appris à imaginer l'avenir, à comprendre des gens qu'ils avaient jamais rencontrés, à faire confiance à quelqu'un juste parce qu'on avait entendu son histoire. Le feu de camp, c'était la télé, le cinéma, l'église et l'école, tout ça en même temps, chaque nuit. Depuis 1 million d'années, tes ancêtres passaient chaque nuit à se raconter des histoires autour d'un feu. Et c'est là que toute la culture humaine est née. La confiance, les mythes, l'identité collective. Si ce genre de sujet te parle, abonne-toi. J'en publie 1 par semaine. Tout ça, c'est ce qui se passait autour du feu. Mais ce qui se passait après, dans le lit,
Dans le noir, c'est une autre histoire. Et c'est là que tout s'effondre par rapport à ce qu'on croit savoir sur le sommeil. En 2001, un historien qui s'appelle Roger Kirsch publie un article qui secoue le monde de la recherche sur le sommeil. Il avait passé 16 ans à fouiller des archives, des textes médiévaux, des journaux intimes du XVe siècle, des registres de tribunaux, des lettres, des textes médicaux, des poèmes, même des passages de l'Odyssée d'Homère. 2000 références, dans une douzaine de langues, et toutes parlaient de la même chose, le premier sommeil et le deuxième sommeil. Avant la révolution industrielle, les gens ne dormaient pas en un seul bloc de 8 heures. Ils se couchaient peu après le coucher du soleil, dormaient 3-4 heures, puis se réveillaient, restaient éveillés 1 heure ou 2, puis se rendormaient jusqu'à l'aube. 2 cycles, chaque nuit, pour tout le monde. Et en France, au Moyen-Âge, cet état entre les deux sommeils avait même un nom. La dorveille, mi-rêve, mi-éveil. T'es pas vraiment endormi, pas vraiment réveillé. C'était quelque chose de tellement courant que les gens avaient inventé un mot pour le décrire. Comme on a inventé le mot sieste, comme on dit grasse matinée. C'était juste une réalité du quotidien. Et voilà ce qui montre à quel point c'était ancré dans les mœurs. Dans les archives judiciaires de 1699, une déposition relate une nuit où une femme et sa fille de 9 ans, Jane Rolfe, s'étaient levées de leur premier sommeil quand des hommes ont fait irruption. La mère est sortie, elle n'est jamais revenue. Dans toute la déposition, personne n'explique ce qu'est un premier sommeil. Pas la fille, pas le juge, pas les témoins. Parce que c'était une évidence, un mot que tout le monde comprenait. Comme si tu disais « le matin », aujourd'hui. Et pendant cette dorveille, les gens faisaient quoi? Un médecin français du XVIe siècle conseillait aux couples de concevoir des enfants pendant cette fenêtre. Il disait que la détente de la nuit créait de meilleures conditions. Les voisins se rendaient visite, les gens priaient, ils repensaient à leurs rêves pendant qu'ils étaient encore frais dans la tête. Un manuel médical de l'époque disait même que le meilleur moment pour réfléchir et étudier, c'était ces heures-là. Des historiens avaient lu ces textes pendant des siècles, mais ils les traduisaient mal, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que les gens aient dormi autrement qu'eux. Alors ils ajustaient les mots pour que ça colle à leur propre expérience. Des siècles de mauvaises traductions, juste parce que personne pouvait se mettre dans la tête qu'on dormait différemment avant. Sauf que là, un chercheur américain va foutre tout ça par terre, parce qu'il va pas juste confirmer ce qu'Ekirch avait trouvé dans les archives. Il va mesurer ce qui se passe dans le cerveau pendant la dorveille. Et ce qu'il trouve, personne l'avait anticipé. On est en 1992. Thomas Weir, psychiatre au National Institute of Mental Health aux États-Unis. Il prend 7 volontaires. Et il fait une chose simple, il retire toute lumière artificielle de leur vie. Pendant 1 mois, ils vivent 14 heures d'obscurité chaque nuit, comme nos ancêtres. Les premières semaines, ils dorment à rallonge, comme s'ils rattrapaient des années de retard. Puis, sans qu'on leur dise rien, quelque chose se passe. Chaque participant adopte le même rythme, spontanément. 4 heures de sommeil, 1 à 2 heures d'éveil calme, puis 4 autres heures, comme dans les textes médiévaux, comme dans les archives d'Ekirch, comme la dorveille. Mais c'est pas ça le plus surprenant. Weir mesure leurs hormones pendant ces heures d'éveil, et il trouve quelque chose qu'il n'attendait pas du tout. Le cerveau produit des niveaux élevés de prolactine. C'est l'hormone qu'on retrouve pendant la méditation profonde, après l'orgasme, dans des états que des moines et des mystiques décrivent depuis des siècles sans qu'on les prenne vraiment au sérieux. Les participants eux-mêmes décrivent cet état comme calme, différent, une sorte de clarté tranquille, ni du sommeil, ni de l'éveil normal, quelque chose entre les deux. Un état que la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais connu. Pendant des millénaires, cet état existait, chaque nuit, pour tout le monde, partout sur la planète. Et puis, il a disparu. Pas progressivement, brutalement. Alors qu'est-ce qui a tout tué? La lumière. Dans les années 1600, Louis XIV installe des réverbères dans Paris pour réduire la criminalité. Londres suit. Puis les bougies deviennent accessibles à tout le monde, puis les lampes à gaz au XIXe siècle. Puis en 1879, Edison commercialise l'ampoule électrique. En moins de 2 générations, la nuit que les humains connaissaient depuis des centaines de milliers d'années disparaît. Le mot couvre-feu, tu l'as sûrement utilisé pendant le Covid sans y penser, ça vient du français médiéval. Couvrir le feu. Une cloche sonnait chaque soir dans les villes pour dire à tout le monde d'éteindre leurs flammes.
parce que la nuit était supposée rester sombre. Marcher dehors après le coucher du soleil sans lanterne, dans beaucoup de villes européennes, c'était illégal. La nuit était un espace de danger, de peur, de mystère. Et puis on l'a conquise. On a pensé que c'était le progrès. Sauf qu'on n'a jamais vraiment calculé ce qu'on perdait dans l'échange. Et le prix, il n'est pas juste dans tes nuits. Il est dans ta tête. Voilà ce que personne te dit. Aujourd'hui, on est en moyenne exposé à la lumière artificielle 7 à 8 heures après le coucher du soleil. Cette lumière, surtout la lumière bleue de ton téléphone, ta télé, ton ordi, bloque la mélatonine, l'hormone qui dit à ton corps qu'il est temps de dormir. Ton cerveau fait pas la différence entre une ampoule et le soleil. Quand de la lumière touche ta rétine à 23 heures, il croit que c'est le milieu de la journée. Il bloque la mélatonine. Il repousse l'endormissement. Il hache tes nuits en morceaux. En 2013, Kenneth Wright, à l'Université du Colorado, a emmené un groupe de personnes camper une semaine entière sans aucune lumière artificielle. En 7 jours, leurs cycles de mélatonine se sont recalés de 2 heures. Leurs corps ont recommencé à produire de la mélatonine au coucher du soleil, tout seul. Une semaine de camping, c'est tout ce qu'il a fallu. Mais l'insomnie, c'est le problème le plus visible, pas le plus grave. Russell Foster dirige le Sleep and Circadian Neuroscience Institute à l'Université d'Oxford. Il a passé sa carrière à étudier ce que le dérèglement des cycles naturels fait au cerveau. Ce qu'il a trouvé dépasse largement le manque de sommeil. Son équipe a montré que le dérèglement circadien, ce que la lumière artificielle provoque chez toi chaque soir, et les troubles psychiatriques partagent les mêmes circuits dans le cerveau. Schizophrénie, troubles bipolaires, paranoïa. La moitié des patients schizophrènes ont des rythmes complètement déréglés. Et quand son équipe a traité uniquement ce dérèglement chez des patients, sans toucher à rien d'autre, les hallucinations et les épisodes paranoïaques ont diminué de façon significative. On n'a pas juste mal dormi. On a peut-être cassé quelque chose de beaucoup plus profond. Et personne fait vraiment le lien. Et si se réveiller à 3 heures du matin et rester là dans le noir, c'était juste ton corps qui essaie de récupérer quelque chose qu'on lui a volé? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, envoie-la à quelqu'un qui se plaint d'insomnie. Parce qu'avant de croire qu'on a un problème, ça vaut le coup de comprendre ce que le corps essaie de faire. Et abonne-toi si tu veux la suite. J'explore chaque semaine des sujets comme ça. Des trucs que l'école t'a jamais enseignés, mais qui changent comment tu te vois toi-même. La prochaine fois que tu te réveilles à 3 heures du matin et que tu fixes le plafond, t'as peut-être pas d'insomnie. T'es juste encore humain.